Allez, t'as bu de l'eau chaude avec du miel, t'as plus trop mal à la gorge, il est temps de lancer l'épisode. Générique. Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, bienvenue dans Supplément Geek, votre podcast sur la culture geek. Petit message pour toi qui écoutes. Déjà c'est vraiment trop sympa, c'est grâce à toi que je continue à faire des épisodes, donc merci, c'est vraiment trop mignon, et je suis toujours aussi content de pouvoir te présenter des œuvres que j'adore. Aujourd'hui, on va explorer un univers démoniaque, graou graou. On va découvrir un monde où la violence est synonyme de survie, où des femmes aux yeux d'argent affrontent des monstres sanguinaires, et où l'histoire est pas franchement tendre avec ses protagonistes. Aujourd'hui, on va parler de Claymore. Dans cet épisode, je vais te parler du synopsis de l'histoire, on va revenir sur l'auteur, dessinateur Norihiro Yagi, on ira ensuite sur la route du manga au Japon et en France, et enfin l'adaptation animée de cette série de Dark Fantasy. Et je vais essayer de ne rien divulgacher au-delà du nécessaire, on va surtout rester sur le début, en gros le premier chapitre sur 155. Je vais un petit peu déborder, mais je vous rassure, il y aura pas trop de spoil, ou en tout cas, si je spoil, c'est pour vous donner envie de lire et de voir ce truc qui est incroyable. Alors c'est quoi Claymore, pour commencer? L'univers de Claymore se déroule dans un monde fictif, un chouille médiéval où les humains sont sous la menace de méchants pas beaux. Ouh lolololo, où ils sont vilains les méchants, vilains et redoutables. C'est tout simplement des démons. Ça donne déjà le ton. Démons chez nous, Yoma en version japonaise, mais je vais continuer à dire démons. Et ces démons, qui sont souvent très énervés, sont aussi très fourbes. Bon, ça va parfois ensemble. Parce que nous, par exemple, à Halloween, on se déguise en monstre. Un jour par an. Eux, ils se déguisent en humains tout le temps et ils aiment pas les bonbons. Et non, pour eux, c'est nous, la friandise. Et quand on est menacé, qu'est-ce qu'on fait? On crée une organisation capable de fabriquer des guerrières mi-démons, mi-humains. Logique. Organisation bien mystérieuse, évidemment. Qui s'appelle l'organisation. Pourquoi faire compliqué? Quand un village est sous l'emprise d'un démon, un coup de bigot et hop, coucou les guerrières. Avec des grosses épées là. Si c'était des garçons, on pourrait croire d'ailleurs qu'ils voudraient compenser quelque chose. Et ciao les démons. Le nom Claymore, c'est celui des épées, des grandes lames à deux mains, et par extension on appelle les guerrières de la même manière. Petit point historique. Les guerriers écossais appelaient vraiment ce type d'épée une Claymore, une grosse épée utilisée par les Highlanders. Ils étaient pas immortels, désolé pour les fans de cinéma. Fin du Patrick Bowtime. Les Claymore ont un petit truc, au-delà de leur giga épée badass, pour qu'on puisse les reconnaître, c'est leurs yeux argentés. Ils l'ont pas vraiment voulu, mais on les reconnaît comme ça. Ces yeux leur permettent de détecter les vrais démons méchants pas beaux, cachés parmi les humains. C'est un radar à démons. Bon, ok, elles cassent des gueules de démons, mais elles sont aussi craintes par les humains, les petites dames en armure là, et c'est justement pour ça que leur petit surnom c'est les sorcières aux yeux d'argent. Oh, pas sympa. Un jour, dans un petit village, on découvre une victime, hélas, dévorée visiblement par un démon. C'est la 6e victime quand même, donc les villageois au bout d'un moment ils se disent « Tiens, il y a un anguille sous roche. On va peut-être appeler les giga guerrières qui puent la classe là, vous voyez? Mais elles nous font un petit peu peur quand même. Mais bon, pour voir si c'est pas un méchant pas beau qui serait derrière tout ça, ce serait peut-être bien. » Voilà, donc pendant qu'il y a un petit bonhomme qui s'appelle Raki, il est haut comme 3 pommes, ses petites têtes blondes là, et il discute avec son frangin Zaki, discussion pour le moins houleuse. Et là, on assiste enfin à l'arrivée de la Claymore engagée pour résoudre le mystère mystérieux. Raki, il aimerait bien devenir copain avec elle, mais elle, disons qu'elle est pour le moins taciturne. Donc non, pas copain Raki. Raki qui, entre-temps, a vu un membre de sa famille se faire zigouiller. Oui, il avait déjà plus de parents, ils se sont fait bouffer ultérieurement par un démon. Donc lui et son frère vivaient avec un autre membre de la MIF. Comme disent les jeunes boomers, comme moi, c'est mon cas, je suis un jeune boomer. Bon là, il y a du sang. Je vous laisse lire pour comprendre ce qu'il est advenu du démon. Mais bon, faut pas avoir fait l'ENA pour le deviner, n'est-ce pas? Et on apprend que cette guerrière qui a sauvé le petit bonhomme s'appelle Claire. Et Claire, enfin, pas la foudre, juste Claire le prénom, Claire c'est le personnage principal de cette histoire, et le petit Raki décide de la suivre, et ils vont faire la route ensemble. Voilà, ça c'est le début de Claymore. Là on a posé le décor, donc démon, organisation chelou, guerrière hybride, un monde pas sympa, et un duo atypique sur les routes. Et la personne qui a créé cette histoire, c'est Norihiro Yagi, mangaka japonais originaire de la préfecture d'Okinawa, donc dans le sud du Japon, les îles paradisiaques. Il est né en 1968, donc aujourd'hui il a une bonne cinquantaine bien tassée quoi.
Et au moment où il a écrit Claymore, il avait 33 ans, donc quand la série a commencé à être publiée en 2001. Et la série s'est terminée en 2014. Avant ça, il a eu une première publication, en 1990, un one-shot du nom de Undead Man, paru dans le Monthly Shonen Jump. Et hop là, le petit père remporte un prix plutôt sympa, l'Akatsuka Award, catégorie comédie. Ah oui, il ne fait pas que du dark fantasy, petit gars. Il y aura 2 suites à Undead Man, mais pas chez nous. On n'a eu aucun des 3, et voilà, puni la France. En 1992, toujours dans le Monthly Shonen Jump, il lance sa première vraie série. Alors c'est pas un one-shot, et ça va sonner un peu comme le début de sa carrière, ce qui va le confirmer dans le milieu en tout cas. Angel Densetsu, 15 volumes qu'il tiendra jusqu'en 2000. Et là encore, rien à voir avec Claymore. C'est une comédie scolaire sur un gamin qui a un visage considéré comme ultra flippant. Il est laid pour les gens. Et justement, les gens vont lui prêter des intentions de racaille, alors que c'est une crème le gars. Bon, il y a un peu de bagarre, un peu de sang, mais c'est pas du tout l'univers de Claymore. Par contre, on sent déjà une appétence pour l'action et les situations un peu extrêmes. Angel Densetsu n'est toujours pas trouvable chez nous en manga, mais par contre, il y a 2 OAV sortis en 1996 qu'on trouve assez facilement, donc c'est pas toute la série effectivement, mais si ça vous intéresse, vous pouvez déjà vous faire une idée. Il finit cette série, et là, on a Claymore, entre 2001 et 2014, 27 tomes. C'est avec ça qu'il va vraiment être connu du grand public, même si au Japon il avait déjà une petite renommée grâce à Angel Densetsu, mais là, on passe au niveau mondial. Ouh là là, tout le monde le connaît maintenant. Il aura même une adaptation animée en 2007 dont il sera l'auteur, et ça on va y revenir. C'est aussi avec Claymore que la France va le découvrir grâce à Glénat. Et enfin, de 2018 à 2023, il écrit 22 tomes d'une série, elle aussi dispo en France grâce à certainement Claymore, Ariane, l'Empire Céleste. Une gamine qui porte des grosses bottes qui l'empêchent de s'envoler vers la cité d'Ariane d'où elle a fugué, et qui rencontre un paysan légèrement paumé, un gueux sympathique, qui va l'accompagner dans son voyage. Voilà, encore une histoire de voyage, encore une histoire où les gens font la route ensemble. Qu'est-ce que c'est beau. Ambiance aventure fantasy, un petit peu plus lumineuse que Claymore, dirons-nous. Le point commun entre ces 4 œuvres, c'est que notre ami Norihiro Yagi fait le scénario de ces histoires, mais il les dessine aussi. Et j'ai regardé un peu, par curiosité. En vrai, j'ai lu que Claymore. Je me suis dit, je vais voir à quoi ça ressemble le reste. Bah, je dois dire que c'est jamais pareil. Et ça m'impressionne pas mal, en fait. Je vois surtout que Claymore, de mon point de vue, son chef-d'œuvre, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu le reste, alors je peux pas vraiment savoir. Ça m'intéresse peut-être moi aussi. Bah, c'est complètement à l'opposé scénaristiquement et visuellement du reste de son boulot. Réussir à s'adapter autant selon le récit, bah, je trouve ça assez balèze. Alors je sais pas trop pourquoi Claymore est rangé dans la section shonen. Je rappelle en vitesse pour les 3 oiseaux qui savent toujours pas, shonen, ça veut dire manga pour ados. En gros, accessible de 8 à 18 ans, quoi. Naruto, Dragon Ball, etc. On a le shoujo, plutôt connoté féminin, des romances, des émotions, type Fruits Basket par exemple. Et on a le seinen, donc des histoires plus matures qui vont s'adresser aux adultes, jeunes adultes. C'est la suite du shonen, c'est le shonen qui a grandi. Bon, il y a d'autres genres, ça c'est certain, mais on va pas tous le faire aujourd'hui, on n'a pas le temps. Tout ça pour dire que Claymore est entre le shonen et le seinen. C'est très sombre, il y a du découpage de tête à tire-larigot, et même la réflexion des personnages me semble plus tirée vers le seinen. Bref, j'aime pas trop ce truc de cases là, je lis tous les genres moi personnellement, mais quitte à coller une étiquette, pourquoi celle du shonen? Si vous avez une idée, hop, un petit commentaire pour me le dire, avec bienveillance et amour s'il vous plaît. Claymore est publié au Japon par la Shueisha. Au début, dans le magazine Monthly Shonen Jump, de sa sortie le 6 juin 2001 au 6 juin 2007, date à laquelle le magazine s'arrête. Hélas, petite digression. Au Japon, les mangas se lisent aussi, et surtout, dans des revues mensuelles ou hebdomadaires. C'est des espèces de gros pavés là, papier souvent très fin, de qualité pas dingos, pour pas dire médiocre, mais avec beaucoup de séries dedans. Donc on lit des chapitres de plusieurs titres différents et c'est pas cher, c'est ce qu'on appelle la prépublication. Et la Shueisha, c'est un mastodonte de l'édition japonaise. Je suis pas certain qu'il y ait vraiment d'équivalent en Occident. Ce serait un mix entre plusieurs gros éditeurs chez nous ou d'un Marvel aux US, surtout pour l'importance dans le domaine. La boîte a été fondée il y a 100 ans, j'ai pu lire 1925 ou 1926, donc soit 99, soit 100 au moment où j'enregistre. Et il possède pas mal de magazines. Aujourd'hui, on a pas loin de 40 qui appartiennent à la Shueisha, dont le plus célèbre, le Weekly Shonen Jump, dans lequel les mangas les plus connus sont parus, genre Naruto, One Piece, Dragon Ball, Fire Force, et j'en passe.
Comme je te l'ai dit plus tôt, le manga a été en production jusqu'en 2014. Donc là, il manquait une grosse partie de l'histoire quand le Monthly Shonen Jump a fermé ses portes. Alors oui, c'est tristoun, on peut verser une petite larme. Mais Claymore a joué aux chaises musicales, ça n'a pas disparu. D'abord, quelques chapitres spéciaux dans le Weekly Shonen Jump en 2007, donc le fameux Weekly Shonen Jump, celui qui est le gros truc, quoi. Puis un transfert dans le nouveau magazine Jump Square à partir du 2 novembre 2007 jusqu'à la fin le 4 octobre 2014. En vrai, le Jump Square, c'est le successeur du magazine disparu, ils ont juste changé le nom, voilà, mais c'est la même chose. D'ailleurs, Claymore c'était pas le seul titre dans ce cas, puisque, pour donner un exemple, Dick Grayman a fait la même expérience. Ils ont joué ensemble au jeu des chaises musicales. Le dernier chapitre, prépublié de Claymore, sortira le 4 octobre 2014, je l'ai déjà dit. Puis le dernier, Tankobon, comprenez volume relié ou tome pour faire simple, c'est comme ça que nous on les appellerait, en décembre de la même année. On a donc 27 Tankobon au Japon, sortis entre janvier 2002 et décembre 2014. En France, c'est ce bon vieux Glénat qui publie l'intégralité de la série, 27 tomes également, mais il aura fallu attendre un petit peu quand même, le premier étant sorti en novembre 2006, 5 ans après le premier au Japon, et le dernier en octobre 2015. C'est une édition relativement simple mais efficace, avec en gros 5-6 chapitres par tome. Les couvertures restent sobres, une sobriété qu'on peut d'ailleurs retrouver dans les pages du manga, parce que il est important de notifier une chose. C'est que Ori Hiroyagi ne traite pas ses héroïnes comme des pin-up à gros nénés, comme dans plein d'autres mangas. Non, lui, il les habille. Déjà, c'est pas si commun. Et en armure en plus. Donc pas de voyeurisme les enfants. Du sang, oui, mais pas de fesses. Enfin, elles sont quand même très jolies, ces Claymore. Elles sont belles, mais plus par leur présence, leur prestance peut-être même, l'élégance on va dire, et leur côté inabordable, plus que par des formes racoleuses. Les traits sont vifs mais précis, une belle mise en page, lisible, qui se concentre surtout sur l'action. Il y a assez peu de fond ultra détaillé, les paysages restent vastes et plutôt épurés, et c'est pas plus mal, on sent que l'énergie reste sur les personnages, qu'ils soient humains, monstres ou Claymore. Pas de fioritures ou de détails annexes qui pourraient déconcentrer la lecture. Par contre, des détails, il y en a beaucoup sur les personnages justement. On est souvent dans des décors montagneux ou forestiers, la plupart du temps en extérieur, ce qui laisse la place à des combats de grande ampleur où le démembrement, la décapitation et autres joyeusetés peuvent s'exprimer librement. Oui, parce que Claymore, c'est pas un manga qui va prendre soin de ses personnages. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de son créateur. Contrairement à beaucoup de récits de style shonen justement, où on craint rarement pour les héros et héroïnes, bah là, c'est plus compliqué, faut pas avoir peur de se séparer de quelques visages qu'on apprécie. Il y a un petit côté berserk dans Claymore, plus soft quand même. Et entre elles, c'est pas toujours simple non plus. Les Claymore sont très solitaires, il y a des exceptions, mais dans les grandes lignes, elles partagent assez peu. Le système de classement, un système de classement, chaque Claymore a un numéro, ça aide pas, surtout quand on rencontre les premières de la liste. Celles du top sont pas spécialement tendres avec celles du bas du classement. Et si elles sont solitaires et qu'elles font flipper, c'est aussi, petit détail, parce que pour avoir leur pouvoir, il a fallu faire une hybridation entre une femme et un démon. Alors c'est pas un spoil, je vous rassure, on l'apprend assez vite. On découvre aussi qu'il y avait avant des guerriers hommes, mais ça s'est mal fini, ils résistaient beaucoup moins bien à la tentation de basculer définitivement du côté démon, donc l'organisation a arrêté les essais masculins. Voilà pourquoi une personne lambda n'est pas rassurée à la vue d'une Claymore. Je l'ai mentionné au début, c'est l'organisation qui gère ces guerrières. C'est donc eux qui les entraînent, les envoient en mission, négocient les contrats, en gros ils les chapeautent quoi. Un méchant démon pas beau dans votre village? Votre maman s'est fait déchiqueter par un monstre à dents pointues? N'hésitez plus, appelez l'organisation au 0666 0666. Notre service de sorcière aux yeux d'argent s'occupera de déglinguer vos problèmes avec toute la violence nécessaire pour vous satisfaire. L'organisation n'est pas responsable des dégâts causés lors des combats, infos et conditions sur les monolithes présents à l'entrée de chaque village. Une fois le contrat passé, ils vont dépêcher une Claymore, l'organisation. Ou plus si besoin d'ailleurs, parfois il peut y avoir plus d'une Claymore, selon la dangerosité de la situation évidemment. Contrat fini, un homme, tout droit sorti de l'Allemagne de 39-45, vient récupérer le pognon, le flouze, la monnaie. Je souligne qu'ils ont d'autres points communs avec la période susmentionnée, parce que se servir de gamines orphelines pour faire des expériences avec des démons, faut être Himmler ou Goebbels, Et ces filles, elles sont fortes, certes, mais elles vivent rarement longtemps, et celles qui ont une longévité plus étendue que les autres risquent fortement de connaître l'éveil. Elle pète un câblasse en gros, voilà. Donc là, il y a deux possibilités. Premièrement, la Claymore le sent, elle envoie un joli courrier, une petite lettre noire,
et elle demande à une autre Claymore, en qui elle a confiance, de mettre fin à sa vie avant qu'elle ne devienne un monstre. Alors c'est tristoun, mais elle préfère ça à l'éveil. Ou, deuxièmement, elles pètent leur câble, deviennent ce qu'on appelle un être démoniaque, et là, c'est la bagarre générale. L'organisation, si elle a un doute, peut même intervenir plus tôt et ordonner à d'autres Claymore de l'éliminer. L'organisation, la fameuse, aura une place particulière dans le récit, je pense que vous avez bien compris. Je vais pas vous en dire plus pour que vous puissiez le découvrir par vous-même. Et si vous voulez vraiment savoir comment tout ça évolue, je vais vous conseiller de lire le manga plus que de regarder l'animé, en premier en tout cas. Animé qui est vraiment très bien. Il est beau, il est bien réalisé, fidèle sur le ton, sur le chara-design et sur l'atmosphère. C'est Nippon Television et Madhouse, entre autres, qui produisent la série, c'est diffusé sur Nippon Television, réalisé par Hiroyuki Tanaka, qui a un gros CV, assistant de réalisation sur Ninja Scroll, et SNK, réalisateur sur Hellsing Ultimate, et donc Claymore. Il a fait 1 million d'autres choses, petit gars. Yasuko Kobayashi, elle s'occupe du scénario, elle avait déjà un manga sur lequel s'appuyer, donc on peut peut-être plus dire l'adaptation du scénario, en partenariat avec Nori Hiroyagi, évidemment. Et elle aussi, a bossé sur des trucs plutôt cool, notamment sur JoJo's Bizarre Adventure, ou SNK aussi, donc l'attaque des titans. Et enfin, sur le chara-design, c'est Takahiro Umehara, qui a récemment fait l'animation de l'excellent Pluto sur Netflix, que je vous conseille. La version animée de Claymore est sortie en avril 2007, et il s'est terminé en septembre de la même année, 26 épisodes. Donc là, tu comprends peut-être déjà pourquoi je te conseille plutôt le manga avant l'animé. L'animé n'a pas la même fin. Il adapte grosso merdo une bonne moitié de la série, et comme le manga se terminera en 2014, ils ont dû inventer une fin pour la version anime. Jusqu'à l'épisode 23, peut-être 24, ça suit assez bien le manga, même si on perd un peu de développement sur certains personnages secondaires, peut-être un peu aussi sur l'aspect de l'organisation. Par contre, sur l'action, je vais utiliser un terme qui est très technique. Tout le monde connaîtra peut-être pas. L'action, elle est patate. Comment elle est patate l'action ? Voilà, c'était le terme technique. Les combats sont superbement mis en scène. L'animation a un côté un chouïa à l'ancienne, mais qui est positif à mes yeux, Et les couleurs désaturées sont juste ce qu'il faut pour l'ambiance Dark Fantasy. Les 2 derniers épisodes, parlons-en. C'est un petit peu plus expéditif. Et ça laisse sur sa fin, c'est abrupt de mon point de vue. Le gros avantage de l'animé, c'est qu'on peut voir les combats en mouvement, évidemment, entendre les voix et profiter de la musique. D'ailleurs, quand je dis entendre les voix, le doublage en VO est vraiment top. Si tu veux le voir en VF, je trouve ça moins réussi, ça sonne un peu faux par moment, mais je ne vais pas te juger. Si tu préfères ça, sache-le, je suis compatissant. Je comprends que ce soit relou en fait d'avoir les yeux sur le sous-titrage plutôt que sur l'action. Perso, je préfère la VO, mais voilà, regardez en VF si ça vous fait plaisir, mes petits guicougnou d'amour, personne vous en voudra. Côté plateforme, au moment où j'enregistre cet épisode, évidemment, fin 2025, la série elle est disponible sur Netflix France, catégorie anime Dark Fantasy d'ailleurs, et elle est aussi référencée sur Crunchyroll France, mais il y a quelques articles récents qui disent qu'elle a déjà été retirée dans certains pays, donc je te conseille de vérifier au moment où t'écoutes. Parce que les catalogues VOD, tu connais, ils ont la bougeotte, ça change tout le temps. Salut, c'est le Geeks du montage. Et c'est plus sur Crunchyroll. Voilà, évidemment. J'ai enregistré l'épisode en octobre. On est maintenant le 4 décembre au moment où je fais le montage. Et c'est plus sur Crunchyroll. C'est toujours dispo sur Netflix. Déjà, c'est bien. C'est dispo sur Amazon, la chaîne Crunchyroll d'Amazon. Mais c'est pas dispo sur Crunchyroll tout court. Allez comprendre. Sur Crunchyroll, ils ont fait aussi partir Desperate. Ce qui est quand même assez triste parce que c'est vachement cool. Et ils ont aussi dit adieu à 91 Days. En tout cas, Desperate et Claymore, ça me fait un peu mal au cœur. C'est tout pour moi, je vous laisse avec le Geeks du supplément geek classique. Allez, ciao, bisous. Sinon, si tu veux être tranquille, il y a toujours les DVD, c'était sorti par Kazé à l'époque, qui se trouve assez facilement en occasion. Kazé, qui est devenu Crunchyroll, mais il me semble pas que Crunchyroll ait fait la réédition des DVD. D'ailleurs, on peut rêver d'une nouvelle adaptation complète, un peu à la Full Metal Alchemist Brotherhood, parce que FMA avait le même problème. Une série qui divergeait du manga, et la version Brotherhood venait corriger la première version pour coller plus fidèlement à l'œuvre originale jusqu'au bout. Pour Claymore, ce serait pas une mauvaise idée de faire la même chose. On peut encore espérer, croisons les doigts. À noter aussi, pour l'anecdote, en 2009, il y a eu un jeu vidéo Claymore sur Nintendo DS, et ça s'appelait Claymore Gingan no Majo. J'y ai jamais joué. En fait, j'ai même jamais touché une DS de ma vie, donc je vais m'abstenir d'en parler, mais sache-le, ça existe. Et plus récemment encore, en 2025, un projet de série live-action Claymore a été annoncé, développé par CBS Studios et Masaoka. Donc Masaoka, c'est un acteur de Heroes.
On verra bien ce que ça donne, à part One Piece qui tire un peu son épingle du jeu dans les adaptations de manga. Et encore, c'est toujours ric-rac, je trouve, ces trucs-là. Bon, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, j'ai pu lire ça sur plusieurs sites, mais il n'y a pas de news depuis le mois de mars 2025. Peut-être qu'on en aura bientôt. Pour conclure, Claymore, c'est vraiment une œuvre qui me semble importante dans le genre dark fantasy, dans les mangas animés. C'est signé par Norihiro Yagi. La série a su combiner un univers sombre, des personnages complexes, des enjeux puissants. Oui, les enjeux sont... Oh que oui, les enjeux, ils sont bien costauds. Et un dessin très qualitatif. Le manga est sur 27 tomes, offre une histoire complète éditée en France chez Glénat. L'animé sur 26 épisodes peut être une porte d'entrée si tu veux découvrir l'ambiance sans dépenser trop de flouze, de la thune. Mais ça diverge vers sa fin. Si tu cherches une œuvre qui mêle action, horreur, introspection et univers bien marqué, Claymore est faite pour toi, hein. Fonce! Dis-moi si tu préfères l'animé ou le papier ou les deux, ou si tu veux le découvrir. Je n'ai pas parlé plus que ça du jeu DS parce que j'y ai jamais joué, donc forcément. Mais si certains d'entre vous ont testé, je suis preneur de vos retours en commentaire, hein, mes petits geekounious. Ça fait déjà un moment que je parle, donc je vais retourner lire des trucs pour t'en parler dans un prochain épisode de Supplément Geek. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité de choix, un beau barbu, à lunettes et avec une voix de crooner. Et dans 2 semaines pour un nouvel épisode solo. En attendant, 5 étoiles, un pouce levé, c'est toujours très bon à prendre, donc n'hésite pas. J'ai besoin de toi pour que le podcast monte en puissance. Un abonnement, c'est incroyable aussi. Et si t'en parles autour de toi, c'est encore plus dingo. Bisous les geekounious, à la semaine prochaine, geekez bien vos geekeries. Ciao ciao. Hasta la vista, baby.